Vous êtes debout dans le Forum Romanum par une matinée ensoleillée de l'an 165 après Jésus-Christ. Autour de vous, des sénateurs en toge blanche discutent de philosophie stoïcienne. Des marchands vendent des olives et du vin fin. Des enfants de familles patriciennes courent entre les colonnes de marbre. L'air sent l'encens des temples et le pain frais des boulangeries. Rome, la capitale du monde civilisé, brille de sa grandeur impériale. Mais si vous tournez à gauche, descendez cette rue pavée, et marchez exactement 7 minutes vers le quartier de Subura, vous trouverez une porte en bois marquée d'un phallus sculpté. Derrière cette porte, dans une pièce pas plus grande qu'un placard, une fillette de 12 ans attend son 6e client de la journée. Elle a été vendue il y a 3 semaines. Son prix ? Moins cher qu'un amphore de bon vin. Elle portera ce fardeau jusqu'à sa mort, qui viendra probablement avant ses 20 ans. Son nom ? L'histoire ne l'a jamais enregistré. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur la Rome antique. Tout ce que vous avez appris sur sa grandeur, sa justice, ses bains publics, ses aqueducs magnifiques, sa littérature raffinée, tout cela est vrai. Mais il y a une autre Rome. Une Rome que les livres d'histoire préfèrent effacer. Une Rome où des dizaines de milliers de femmes et d'enfants étaient systématiquement exploités, torturés et jetés comme des ordures quand ils ne servaient plus. Ceci n'est pas une histoire sur la prostitution antique. C'est une histoire sur un système économique qui a transformé la souffrance humaine en industrie prospère. Sur une société qui célébrait la vertu dans ses temples pendant que ses citoyens achetaient des enfants pour quelques pièces de bronze. La vraie question n'est pas de savoir si ces horreurs existaient. C'est de savoir comment une civilisation qui se considérait comme le sommet de l'humanité a pu les normaliser au point que personne ne les voyait comme des crimes. Si comprendre comment les sociétés civilisées cachent leurs atrocités derrière du marbre et de la rhétorique vous importe, restez jusqu'à la fin. Cette chaîne existe pour exposer ce que l'histoire polie refuse d'admettre. Laissez-moi vous montrer ce que Rome faisait réellement à ses esclaves sexuels pendant son soi-disant âge d'or. L'histoire commence au marché aux esclaves du Forum Boarium, le plus grand marché de Rome. Chaque matin, des centaines d'esclaves nouvellement arrivés étaient exposés sur des plateformes en bois. Hommes pour le travail manuel. Femmes pour le service domestique. Enfants pour tout. Les marchands avaient développé un système de classification précis. Les esclaves portaient des pancartes autour du cou indiquant leur âge, leur origine, leurs compétences et surtout leur statut de virginité. Cette dernière information était cruciale. Elle déterminait le prix. Une fille vierge de 12 à 14 ans, récemment capturée en Gaule ou en Germanie, pouvait se vendre pour 2000 à 3000 sesterces. Le prix d'un cheval de qualité. Pour comparaison, un ouvrier romain gagnait environ 1000 sesterces par an. Pour les riches, c'était une dépense mineure. Pour les acheteurs de bordel, c'était un investissement qui se rentabilisait en quelques mois. Les enchères pour ces filles attiraient 2 types d'acheteurs. Les propriétaires de lupanars, les bordels romains, qui cherchaient de la marchandise fraîche. Et les riches patriciens qui voulaient des esclaves personnels pour leur plaisir privé. Selon Sénèque le Jeune, philosophe stoïcien et conseiller de l'empereur Néron, ces ventes étaient des événements sociaux. Les hommes respectables s'y rendaient comme on va au théâtre. Ils discutaient philosophie entre 2 enchères. Ils plaisantaient sur leurs achats récents. Ils comparaient leurs acquisitions comme des collectionneurs de statues. La même personne qui écrivait des traités sur la vertu et la maîtrise de soi pouvait, le lendemain, acheter une enfant et la violer sans que personne ne trouve cela contradictoire. Voici comment fonctionnait l'inspection pré-achat, détaillée dans les écrits de Caton l'Ancien et confirmée par des documents juridiques romains. Les acheteurs potentiels avaient le droit d'examiner physiquement la marchandise. Cela signifiait toucher, palper, inspecter les dents, vérifier l'absence de maladies visibles. Pour les filles destinées à l'industrie sexuelle, l'inspection était encore plus invasive. Les marchands permettaient aux acheteurs de vérifier personnellement la virginité. Pas par un médecin, par l'acheteur lui-même. Publicment. Sur la plateforme. Devant la foule. Imaginez cela. Une fillette terrifiée, arrachée à sa famille quelques semaines plus tôt, ne parlant pas latin, debout nue pendant qu'un étranger l'examine comme du bétail. La foule autour qui discute de son prix comme s'il s'agissait de fruits au marché. Les sources juridiques romaines, notamment le digeste de Justinien qui compile les lois romaines, confirment que cette pratique était non seulement légale, mais protégée. Si un acheteur découvrait plus tard qu'une fille vendue comme vierge ne l'était pas, il pouvait poursuivre le vendeur en justice et obtenir un remboursement complet. La loi romaine protégeait les droits des acheteurs. Pas des enfants. Une fois vendue, la fille était marquée. Literalment. Les propriétaires de lupanars utilisaient des fers chauffés pour brûler un symbole sur la cuisse ou le bras de leurs nouvelles acquisitions. Certains marquaient leurs initiales. D'autres utilisaient des symboles de leur établissement.
Cette marque permanente servait plusieurs objectifs. Elle identifiait la propriété en cas de fuite. Elle humiliait psychologiquement la victime en la réduisant à un objet marqué. Et elle la rendait impossible à vendre ailleurs sans que tout le monde sache son passé. Selon Martial, poète romain du 1er siècle qui écrivait avec une franchise brutale sur la vie quotidienne, ces marques étaient appliquées le jour même de l'achat, sans anesthésie bien sûr, et souvent devant les autres esclaves du bordel pour établir la hiérarchie et la peur. La douleur était le premier message. Tu n'es plus humaine. Tu es propriété. Le trajet du marché au lupanar était court mais définitif. Rome comptait des dizaines de bordels, certains luxueux pour l'élite, la plupart sordides pour la clientèle ordinaire. Les fouilles archéologiques de Pompéi, parfaitement préservées par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, nous ont donné une image précise de ces établissements. Les lupanars typiques étaient des bâtiments de 2 étages avec des cellules minuscules. Chaque cellule mesurait environ 2 mètres sur 2. Un lit de pierre recouvert d'un matelas fin. Pas de fenêtre. Une porte avec un rideau. C'était tout. Les murs étaient couverts de graffitis, encore visibles aujourd'hui à Pompéi. Certains laissés par des clients vantant leurs exploits. D'autres par des esclaves gravant désespérément leurs noms, leurs origines, leurs prières aux dieux. Félix était ici. Salvius a couché avec Droca. Que les dieux me libèrent de cet enfer. L'arrivée d'une nouvelle fille suivait un rituel précis et délibérément cruel. Ce rituel n'était pas spontané. Il était systématique, conçu pour briser psychologiquement la victime dès le premier jour. Elle était amenée dans la pièce commune où les autres esclaves et les clients réguliers attendaient. Le propriétaire annonçait sa nouveauté, son origine, et surtout, son statut de vierge si applicable. Ensuite, un ou plusieurs hommes, souvent des clients fidèles qui avaient payé un supplément, la violaient devant tout le monde. Les témoins oculaires de l'époque, comme le philosophe Épictète qui avait lui-même été esclave avant d'être affranchi, décrivent cette pratique sans émotion, comme un simple fait de la vie romaine. Ainsi sont brisées les nouvelles venues, écrit-il. Ainsi apprennent-elles qu'elles n'ont plus de volonté propre. Pourquoi faire cela publiquement? Parce que l'humiliation collective détruisait tout espoir de dignité. Parce que voir les autres esclaves regarder sans intervenir enseignait l'impuissance. Parce que la présence de témoins rendait l'acte indiscutable, gravé dans la mémoire de tous comme un avertissement. Les rires des spectateurs transformaient la souffrance en spectacle. La normalisation était complète. Après ce premier jour, le travail commençait. Les tarifs dans les lupanars romains étaient étonnamment bas. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, mentionne que le prix standard pour une rencontre était de 2 as, l'équivalent de 2 pains plats. Parfois même un seul à pendant les heures creuses. À ce prix, une esclave devait servir entre 6 et 12 hommes par jour pour générer un profit décent pour son propriétaire. Les calculs économiques étaient simples et brutaux. Chaque fille coûtait entre 2000 et 3000 sesterces à l'achat. À raison de 10 clients par jour à 2 à chacun, elle générait environ 20 as par jour, soit 5 sesterces. Cela signifiait qu'elle remboursait son coût d'achat en moins de 2 ans. Après cela, tout était profit pur. Les propriétaires de lupanars payaient des taxes à la ville de Rome. Ces taxes, appelées vectigales, étaient versées directement au trésor public. Cela signifie que l'État romain tirait profit direct de cette industrie. Les sénateurs qui votaient les lois, les magistrats qui rendaient la justice, les empereurs qui se faisaient construire des monuments, tous bénéficiaient financièrement de l'exploitation sexuelle systématique. Rome était littéralement construite sur la souffrance de ses femmes et enfants. Mais l'horreur quotidienne n'était rien comparée à ce qui se passait pendant les festivals religieux. Rome célébrait des dizaines de festivals chaque année. Saturnales, Lupercales, Bacchanales, Floralia. Ces célébrations étaient officiellement des hommages aux dieux. En réalité, elles étaient des excuses pour des orgies de violence et d'alcool. Pendant ces festivals, certaines pratiques devenaient non seulement acceptables mais encouragées. Les esclaves sexuels étaient souvent prêtés gratuitement aux participants comme geste d'hospitalité publique. Les propriétaires de lupanars ouvraient leurs portes, et les foules d'hommes ivres entraient librement. Les Floralia, célébrées fin avril en l'honneur de Flora, déesse des fleurs et de la fertilité, étaient particulièrement brutales. Les sources historiques, notamment Ovide dans ses fastes et Valère Maxime dans ses faits et dits mémorables, décrivent ces célébrations avec une franchise troublante. Pendant 6 jours et 6 nuits, les rues de Rome se transformaient en zone de non-droit. Les femmes d'esclaves étaient forcées de se déshabiller et de danser nues dans les rues pendant que la foule masculine les encerclait. Ce n'était pas une danse volontaire ou artistique. C'était une humiliation orchestrée, un spectacle de domination. Les hommes lançaient des pièces de monnaie aux pieds des femmes, les forçant à se baisser pour les ramasser pendant qu'ils les frappaient,
les tripotaient, ou pire. Valère Maxime écrit que les matrones respectables restaient chez elles pendant les floralias, car ce qui se passait dans les rues n'était pas pour les yeux des femmes vertueuses. Traduction. Les femmes libres se cachaient pendant que les esclaves étaient livrés à la foule. Mais le pire se passait dans les lupanars eux-mêmes pendant ces festivals. Les propriétaires organisaient ce qu'ils appelaient des compétitions, où plusieurs hommes agressaient simultanément une seule femme. Des paris étaient placés. Combien de temps tiendrait-elle avant de perdre connaissance? Combien d'hommes pourrait-elle supporter avant de s'effondrer? Les archives médicales romaines, notamment les écrits de Galien, médecin personnel de l'empereur Marc Aurèle, documentent les conséquences. Hemorrhages in turns massives. Déchirures qui causaient des infections mortelles. Suffocation. Rupture d'organes internes. Galien note cliniquement, sans émotion particulière, que, pendant les festivals, le nombre de décès parmi les méretrices augmente significativement. Méretrices, le terme latin poli pour les prostituées. Même dans la mort, on leur refusait leur humanité avec un euphémisme. Quand ces femmes mouraient pendant les festivals, leur corps était simplement traîné hors du lupanar et jeté dans des fosses communes au-delà des murs de la ville. Pas de cérémonie. Pas de rite funéraire. Les prêtres romains, ces mêmes hommes qui présidaient les sacrifices aux dieux, affirmaient que ces morts honoraient les divinités. Le sang des femmes violées à mort était considéré comme une offrande sacrée. Celles qui survivaient au festival étaient ramenées au travail immédiatement. Blessées, épuisées, traumatisées, cela n'avait aucune importance. Les propriétaires considéraient les soins médicaux comme un gaspillage d'argent. Une nouvelle esclave coûtait moins cher qu'un médecin. Les punitions quotidiennes dans les lupanars romains étaient systématiques et variées. Le moindre manquement, renverser du vin, prononcer incorrectement le nom d'un client, pleurer pendant le travail, montrer de la douleur, tout était prétexte à violence. Les méthodes étaient documentées dans les manuels de gestion d'esclaves, comme le de Re Rustica de Columelle. Bien qu'il parle principalement d'esclaves agricoles, les principes s'appliquaient partout. La correction doit être immédiate et proportionnée à l'offense, écrit-il. Un esclave qui pleure a besoin de comprendre que les larmes n'apportent que plus de douleur. Les outils de punition étaient banals et toujours à portée de main. Bâton en bois, lanière de cuir, chaîne, coupe à vin lourde, même les poings nus. Pas besoin d'instruments spéciaux. N'importe quel objet pouvait devenir une arme. Pour les infractions jugées plus graves, les punitions devenaient plus élaborées. Une femme qui refusait un client était attachée dans la cour intérieure, exposée aux éléments. En hiver, tremblant dans des vêtements trempés pendant des nuits glaciales. En été, brûlant sous le soleil sans une goutte d'eau. Les propriétaires appelaient cela cyniquement « correction de caractère », comme si torturer quelqu'un pouvait améliorer sa personnalité. Certains clients payaient un supplément pour participer aux punitions. Les graffitis de Pompéi le confirment. « J'ai payé 3 sesterces pour la battre moi-même », se vante un homme nommé Gaius. Elle a crié pendant 1 heure. Un autre, Tressa méritait chaque coup. Elle a osé me regarder dans les yeux. La violence était une marchandise comme une autre. Certains hommes venaient spécifiquement pour infliger des blessures. Frapper des visages, brûler avec des lampes à huile renversée, casser des dents, laisser des cicatrices permanentes. Martial, dans ses épigrammes, décrit avec humour grinçant comment certaines femmes étaient spécialisées pour les clients violents. Si tu veux une femme qui ne se plaindra pas de tes coups, demande Cybale. Elle a cessé de sentir il y a longtemps. Cessé de sentir. Psychologiquement, morte tout en étant physiquement vivante. Les tentatives de fuite étaient rares mais désespérées. La loi romaine était claire. Une esclave qui fuyait commettait un vol. Elle volait la propriété de son maître, c'est-à-dire elle-même. La punition était publique et exemplaire. Les fugitifs capturés étaient marqués au fer rouge sur le front avec les lettres FUG pour fugitivus. Cette marque les suivait toute leur vie, les identifiant instantanément comme des criminels. Certaines étaient crucifiées publiquement dans le forum, exposées pendant des jours avant de mourir de soif ou d'infection. D'autres étaient clouées à des planches en bois et laissées dans les rues comme avertissement vivant. Pline l'Ancien mentionne que les cris des fugitifs cloués résonnent dans Subura pendant 3 jours avant que le silence ne vienne. Quelques désespérés cherchaient refuge dans les temples, se jetant aux pieds des autels en suppliant les dieux de les protéger. Mais les prêtres, souvent corrompus par les propriétaires de lupanars, les rendaient contre quelques pièces. Les droits de propriété surpassaient la miséricorde divine. Ces femmes étaient traînées hors des temples en chaîne, leur sang tachant les marches sacrées. Des tâches que d'autres esclaves nettoyaient à l'aube, effaçant les preuves avant que les citoyens respectables ne viennent prier. La grossesse était considérée comme un dommage à la propriété, pas comme un événement naturel.
Les propriétaires faisaient tout pour l'empêcher ou y mettre fin rapidement. Les méthodes étaient documentées dans les textes médicaux romains, notamment ceux de Soranus d'Éphèse, gynécologue du IIe siècle. Les esclaves étaient forcés de boire des décoctions toxiques à base de pennyroyal, d'armoise et d'autres herbes abortives. Ces breuvages causaient des vomissements violents, des crampes atroces, et souvent la mort par empoisonnement. Si cela ne fonctionnait pas, les méthodes devenaient plus directes. Coups répétés au ventre. Chute forcée depuis des hauteurs. Insertion d'instruments pointus en bois ou en métal. Soranus décrit ces procédures cliniquement, sans commentaire moral, comme de simples techniques médicales. Si une grossesse arrivait à terme malgré tout, l'accouchement se faisait sur le même matelas souillé où les clients venaient. Pas de sage-femme. Pas de médecin. Pas d'hygiène. Beaucoup de femmes mouraient d'hémorragie ou de fièvre puerpérale dans les jours suivants. Les fouilles archéologiques près des anciens lupanars ont révélé quelque chose d'horrifiant. Des canalisations et des fosses remplies de minuscules ossements. Des restes de nouveau-nés jetés comme des déchets. L'infanticide était routinier, surtout pour les filles ou les enfants nés d'esclaves. Pour certaines mères, tuer leur nouveau-né était le seul acte de miséricorde qu'elles pouvaient offrir. Épargner à leur enfant le même destin qu'elles avaient enduré. Très peu de ces femmes vivaient au-delà de 25 ans. Les causes de mortalité étaient multiples et cumulatives. Maladies sexualmente transmissibles non traites. Infections chroniques. Malnutrition. Épuisement total. Violence répétée. Quand une femme devenait trop malade pour travailler, trop marquée par les cicatrices, trop faible pour attirer des clients, elle était abandonnée. Littéralement jetée hors du lupanar, encore vivante ou déjà morte, cela ne faisait aucune différence. Les corps étaient traînés au-delà des murs de la ville et jetés dans des ravins ou des fosses communes. Contre toutes les coutumes funéraires romaines, ces femmes étaient privées de rites, de pierres tombales, d'inscriptions. Même dans la mort, elles restaient sans nom, sans mémoire, effacées. Les archéologues ont retrouvé des restes féminins mélangés à des tessons de poterie et des ordures ménagères. Leur lieu de repos final reflétait leur valeur perçue, moins qu'humaine. Et pendant tout ce temps, Rome prospérait. Les sénateurs débattaient de philosophie stoïcienne dans le forum. Les poètes écrivaient des odes à la vertu. Les empereurs construisaient des temples magnifiques. Le Colisée s'élevait, splendide. Les aqueducs apportaient de l'eau pure à la ville. Tout cela financé en partie par l'industrie qui dévorait ces femmes. Les taxes des lupanars remplissaient le trésor public. Les marchés d'esclaves généraient des profits énormes. L'économie romaine dépendait de cette exploitation systématique. La grandeur de Rome, son marbre blanc et ses discours éloquents sur la justice, reposaient sur une fondation de chair brisée. Les mêmes hommes qui applaudissaient les pièces de théâtre tragiques achetaient des enfants le lendemain. Les mêmes philosophes qui écrivaient sur la dignité humaine possédaient des esclaves sexuels dans leurs villas. Marc Aurèle lui-même, l'empereur philosophe qui a écrit les Méditations sur la vertu et la compassion, régnait sur un empire où tout cela était parfaitement légal. Cette contradiction n'était pas accidentelle. C'était structurel. Rome avait construit un système moral qui excluait certaines personnes de la catégorie « humain ». Si tu étais esclave, tu n'avais pas d'âme aux yeux de la loi. Donc te violer n'était pas un crime. Te tuer n'était pas un meurtre. Tu étais un objet. Et les objets n'ont pas de droit. Voilà comment une civilisation éclairée justifiait l'horreur. En redéfinissant qui comptait comme personne. Si cette histoire vous a révélé quelque chose d'inconfortable sur la façon dont les grandes civilisations cachent leurs atrocités, sur comment la rhétorique de la vertu peut coexister avec la barbarie systématique, abonnez-vous. Cette chaîne existe pour exposer ce que l'histoire polie préfère oublier. Laissez un commentaire avec vos pensées. Comment une société peut-elle célébrer la philosophie tout en normalisant cette cruauté? Sommes-nous vraiment si différents aujourd'hui? Souvenez-vous de ces femmes sans nom. Des dizaines de milliers qui ont vécu et sont mortes dans les lupanars de Rome. Leurs cris résonnaient dans les mêmes rues où Cicéron prononçait ses discours sur la justice. Leur sang finançait les temples où les citoyens priaient pour la vertu. Leur souffrance était le prix silencieux de la grandeur romaine. Et l'histoire les a effacés aussi complètement que Rome l'avait voulu.